Le Niger a choisi le 26 juillet 2023 de mettre fin à une fausse politique qui était menée à son sommet par des dirigeants corrompus par la France-Afrique, incarnés notamment par le régime de Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, et son prédécesseur et mentor, Mahamadou Issoufou, qui a préparé les planches pour l'installer à la tête du Niger avec la bénédiction du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain. Car il ne faut jamais oublier d'où est venu le régime de Bazoum. Celui qui oublie d'où est venu le régime de Bazoum ne comprend pas le problème. Nous qui sommes les historiens, les analystes, les philosophes, eh bien, de la politique africaine contemporaine, avons un devoir de vérité et nous devons sans cesse appliquer la règle que le président du Niger, son Excellence, Monsieur le Général de Brigade Abdourahmane Tiani, nous rappelle si bien la règle qui dit que le rappel sauve l'âme. Si on veut comprendre la séquence historique dans laquelle se trouve notre patrie africaine du Niger aujourd'hui, il faut se souvenir d'une réunion qui se tient au mois de mai, le 27 mai 2011, à Deauville, en France. C'est à 100 km de ma position. Lors de cette réunion, c'est le G20 qui se réunit et un certain nombre de dirigeants africains sont invités. Parmi les dirigeants qui sont invités, il y a un certain Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger d'alors. Et parmi les grands dirigeants occidentaux qui sont là, il y a le grand patron de l'Occident, le chef de la puissance américaine de cette époque. Il s'appelle Barack Hussein Obama. Le président Mahamadou Issoufou se fait remarquer par une interpellation courageuse qu'il adresse aux autorités des puissances de l'OTAN, aux autorités des grandes puissances occidentales. Mahamadou Issoufou dit ceci in extenso à Barack Hussein Obama. Mr. President, please don't destroy Libya. Don't destroy Libya because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Traduction. Monsieur le Président Obama, s'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye. Ne bombardez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Réponse publique, sans embâche, sans fioriture, sans détour, les yeux dans les yeux, de Barack Hussein Obama, président des États-Unis d'Amérique, président de la Fédération américaine. No, we will finish the job. We will complete the job. Non, Monsieur le Président Mahamadou Issoufou, nous irons jusqu'au bout. Nous allons parachever le travail que nous avons commencé. Autrement dit, nous allons détruire la Libye comme nous avons prévu. Tout va se dérouler conformément à notre plan. En effet, pendant 6 mois, l'OTAN, notamment dirigée par les États-Unis de Barack Hussein Obama, la Grande-Bretagne de David Cameron et la France de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha. Ils vont bombarder pendant 6 mois la Libye, détruire l'État libyen qui avait le niveau de vie le plus élevé d'Afrique et l'un des niveaux de vie les plus élevés au monde, supérieur à plusieurs pays européens en niveau de vie. Ils vont le détruire. L'OTAN va détruire la Libye en s'appuyant sur les 2 organisations terroristes que l'OTAN a contribué à créer au Moyen-Orient. Al-Qaïda, créé dans les années 80 avec l'aide de la CIA, et l'État islamique créé dans les années 2000-2010
avec le soutien des renseignements généraux de l'OTAN, et notamment des États-Unis, d'Israël et de toutes les puissances, eh bien, principales de l'Occident. Ça, c'est une information scientifique. Personne ne la conteste. Le président Donald Trump le rappellera ouvertement. L'État islamique, dit Donald Trump, actuellement réélu président des États-Unis, a été créé par l'administration Obama-Clinton. Donald Trump a dit ça et puis il est assis. C'est avec ces deux organisations terroristes que l'OTAN détruit la Libye. Et voici comment le président Emmanuel Macron, fraîchement élu à la tête de la République française, devait décrire les conséquences de l'action de l'OTAN en Libye, c'est-à-dire de l'action des États-Unis notamment, de la France et de la Grande-Bretagne. Répondant à une interview au quotidien français Le Figaro du mois de juin 2017, Emmanuel Macron se fait très critique et accuse l'OTAN et la France de Sarkozy d'être responsables de la déstabilisation de l'Afrique. Citation. Nous Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté des États sahéliens faillis et partout des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Le président Macron, en 2017, reconnaissait publiquement la responsabilité de la grande alliance militaro-politique occidentale dans la déstabilisation de toute l'Afrique. Le président Mahamadou Issoufou, qui a eu le courage de dénoncer et de prédire qu'après la destruction de la Libye, tout le Sahel serait déstabilisé, va pourtant se retrouver parmi ceux qui appellent l'OTAN à venir installer ses bases militaires partout dans le Sahel, afin de faire le service après-vente de la déstabilisation qui a pourtant été intentionnellement mise en œuvre pour que l'Afrique ne soit pas stable. Et voilà ce qu'il y a d'incompréhensible dans la politique de Mahamadou Issoufou et du Parti socialiste qu'il dirige à la tête du Niger. Comment, d'une part, en mai 2011, il a pu faire le pronostic, la prédiction scientifique et incontestable que la destruction de la Libye entraînerait la déstabilisation du Sahel. Comment le président Issoufou a-t-il pu recevoir la réponse suivante? Nous allons quand même déstabiliser la Libye et nous assumons de déstabiliser toute l'Afrique. Comment peut-il se retrouver quelques années plus tard parmi les dirigeants africains qui appellent les troupes occidentales à s'installer dans toute la bande sahélienne, alors qu'il sait que c'était bien le but de l'attaque de la Libye? Car, comme le révéleront les mails de Madame Hillary Clinton, si on a détruit la Libye et assassiné Kadhafi, ce n'était pas pour empêcher un soi-disant génocide du peuple libyen. Il n'y en avait pas. Ce n'est pas pour installer une soi-disant démocratie en Libye. Si l'OTAN voulait installer la démocratie dans le monde, cela se saurait. Depuis pratiquement 1947 qu'existe cette organisation. Ils auraient installé la démocratie en Arabie Saoudite, au Qatar, au Bahreïn, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, au Sultanat d'Oman, qui sont leurs alliés. Ils auraient d'abord installé la démocratie là-bas, avant de venir en Afrique. Si l'OTAN tenait tant à la démocratie, l'OTAN l'aurait déjà installé complètement en Espagne, où il y a un roi. En Angleterre, où il y a un roi. En Suède, où il y a un roi. Au Danemark, où il y a un roi. Aux Pays-Bas, où il y a un roi. Non élu, tous ces gens. Au Luxembourg, où il y a un duc. À Monaco, où il y a un prince régnant. Ils ne sont pas élus. Au Danemark, ils auraient installé la démocratie intégrale dans les 12 monarchies européennes avant de venir l'installer en Libye. Les emails de Mme Hillary Clinton, révélés grâce au scandale Wikileaks, permettent de révéler au monde entier que la Libye a été détruite et Kadhafi assassiné parce qu'il se préparait à mettre en place une monnaie dinar-or qui allait affranchir l'Afrique de la domination du dollar,
la domination de l'euro et de la domination du franc CFA. On l'a tué pour cela. Pour empêcher l'Afrique de devenir souveraine à travers les projets de Kadhafi. Voilà ce que les emails de Mme Clinton échangés avec ses conseillers spéciaux ont révélé grâce au travail monumental de Julian Assange. Donc, au moment où le président Issoufou plaide pour l'installation des troupes occidentales dans le Sahel, il sait très bien que l'alliance militaro-occidentale a détruit la Libye pour trouver un alibi à travers la déstabilisation de toute l'Afrique, un alibi pour une recolonisation militaire, recolonisation économique complète, recolonisation politique et culturelle du continent noir. Le président Issoufou le sait. Et au lieu de mener une politique en conséquence, il va mettre le Niger sous la surveillance, le contrôle des puissances qui ont détruit la Libye. C'est-à-dire les puissances de l'OTAN, représentées par les États-Unis notamment, la France et l'Union européenne. Voilà d'où vient le problème du Niger. Un président qui sait très bien que ceux qui ont détruit la Libye l'ont fait pour que le Niger, le Mali, le Burkina, pour que l'Afrique noire ne soit pas stable, pour que le chaos permette à l'Occident d'imposer son ordre, un tel président, au moment de quitter le pouvoir, impose à la tête du Niger un vassal complet. Un vassal plus vassal que lui. Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Il faut que la vérité soit dite. Parce que nous ne pouvons pas changer l'Afrique avec des mensonges. Nous ne pouvons pas changer l'Afrique avec des à peu près. Mohamed Bazoum n'a pas gagné les élections au Niger. Les élections ont été truquées par Mahamadou Issoufou pour imposer Bazoum. Parce que Bazoum était l'homme qui avait été adoubé par la France-Afrique, adoubé par l'OTAN, adoubé par l'Union européenne. Écrivez ça. Écrivez ça, Tilana. Ambassade Bantou, ça veut dire il faut écrire. Parce que le Niger qui est en train d'être saigné, parce que le Niger avec le président Tiani a décidé de prendre la voie de la libération. Tout ça vient du fait que des fils du Niger se sont amusés avec la souveraineté du Niger. Ce sont les conséquences de la lâcheté de nos aînés que les générations actuelles payent. Et ce sont les conséquences de nos lâchetés que nos enfants risquent de payer. Il faut que ce soit clair. Bazoum, qui est actuellement en détention à Niamey, n'a jamais gagné l'élection. Il ne peut pas gagner l'élection au Niger. Lui-même, il le sait. Il a été imposé par Mahamadou Issoufou avec la bénédiction de la France-Afrique et de l'impérialisme américain. Mais pourquoi a-t-il été imposé? Parce qu'il fallait à la tête du Niger quelqu'un qui accepte la suprématie militaire de l'OTAN. C'est-à-dire de ceux qui ont assassiné Kadhafi, détruit la Libye pour pouvoir recoloniser militairement, économiquement, politiquement, culturellement l'Afrique, afin d'en capturer pour toujours les ressources extraordinaires dans ce troisième millénaire. Voilà comment Mahamadou Issoufou a écarté des élections au Niger, ceux qui pouvaient battre Bazoum. Paix à son âme. Voilà comment il a donné la chasse à l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre du Niger, Hama Amadou, qui est descendu dans la tombe, après avoir souffert de la méchanceté d'Issoufou et de Bazoum. Nous qui sommes vivants, nous n'avons pas le droit de cracher sur les héros qui sont tombés. Le Niger est dans cet état parce que Issoufou n'a pas eu le courage de donner, transmettre le bâton de commandement, transmettre le témoin à de véritables patriotes nigériens. Il a voulu garder la main sur le Niger en utilisant un de ses soumis à lui. Mais ce soumis qu'il a choisi, à savoir Bazoum, s'est avéré plus soumis à la France-Afrique et à l'impérialisme américain que lui, Issoufou.
C'est-à-dire que la soumission de Bazoum était tellement soumise que même Issoufou, le soumis, s'est senti floué. Il a dit non. Le Bazoum que j'ai choisi, en pensant qu'il allait faire mes 4 volontés, quand je ne serai plus président, il s'avère encore plus rampant devant le néocolonialisme français et devant l'impérialisme américain, plus que moi-même Issoufou. L'élève a dépassé le maître dans la génuflexion. Là, Issoufou a été dégoûté par son propre type. Voilà la vérité. Mais le monde entier a crié à Issoufou de ne pas imposer Bazoum à la tête du Niger. Les filles et les fils du Niger ont dit à Issoufou, tout sauf celui-là. Tout sauf celui-là. Mahamadou, ne fais pas ça. Tu vas tuer le pays. Il n'a pas écouté. Parce qu'il pensait qu'à travers le PNDS Taraya et son bonnet rouge, il allait contrôler Bazoum. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Bazoum était plus vendu que lui à la France-Afrique. Vous voyez d'où viennent les problèmes dans un pays? Voilà la racine de la tragédie nigérienne. Bazoum, arrivé à la tête du Niger, pousse la soumission plus loin que Mahamadou Issoufou. Issoufou avait au moins le courage de la vérité. De temps en temps, il pouvait se tenir devant ses maîtres, les néocolons français, et les impérialistes américains pour leur dire non, non, non. Comme il a fait à Deauville, à la fin mai 2011, il a eu le courage de dire à Obama, ce que vous êtes en train de faire là, vous allez nous créer des problèmes. Mais quand Obama lui a dit, c'est ce qu'on va faire, il s'est mis à genoux. Venez, installez vos bases militaires. Installez-vous. Oui, vous voulez vous installer où? Venez, venez, venez. Mais quand Bazoum arrive au pouvoir, pour la première fois, on voit un président nigérien qui se moque de l'armée nigérienne. On voit un président nigérien qui loue les terroristes, publiquement. On voit un président nigérien qui libère les pires terroristes contre la volonté de son armée. Même Issoufou est dépassé. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait au Niger? Qui m'a envoyé chercher ce monsieur? On voit un président nigérien qui se moque du Mali et du Burkina en lutte contre les terroristes. Hein? Astaghfirullah. Avec ses hommes de main, Hassoumi Massaoudou, le général Abou Tarka. Il se lève en plein jour. Le Mali est en train de combattre les pires criminels que le 21e siècle africain ait jamais connus. Ils insultent le Mali. Ils traitent les Maliens de patriotes frelatés. Même Issoufou est dépassé. Ils ne savaient pas qu'ils iraient jusque-là. Donc, le 26 juillet, dans l'histoire du Niger, est une date extrêmement importante. C'est pour ça que je lui ai consacré ce petit livre, que vous pouvez toujours trouver à l'ONEP, au Niger, à Niamey. Dans ce petit livre, je souligne l'importance de la révolution du CNSP, du Niger. Qu'est-ce que le président Tiani a apporté de nouveau? D'abord, premièrement, le président Tiani a compris que son pays est fragile. Donc, quand il a pris le pouvoir, il ne s'est pas précipité dans une logique de règlement de compte. Parce que s'il était allé dans une logique de règlement de compte, il risquait de jeter le bébé et l'eau du bain. Qu'est-ce qu'il a fait, le président Tiani? Il a d'abord mobilisé ceux de ses frères d'armes et son peuple en leur expliquant clairement la nature de la déstabilisation. Il a fait comprendre au peuple nigérien, il a fait comprendre à l'armée nigérienne, il a fait comprendre au monde entier que le Niger avait des hommes et des femmes qui avaient compris ce qui leur arrivait. Il leur a dit ceci: si nous sommes à feu et à sang, si nous sommes menacés et attaqués, c'est parce que nous sommes un pays riche, immense, grand, par son histoire et par ses ressources naturelles et ses hommes et ses femmes. C'est parce qu'on ne veut pas que nous soyons les bénéficiaires de la richesse que le Tout-Puissant nous a accordée, qu'on veut nous imposer sur notre terre la présence de forces militaires qui sont là pour veiller à ce que l'uranium du Niger ne profite pas au Niger, prioritairement. Veiller à ce que le pétrole du Niger ne profite pas au Niger, prioritairement. L'or du Niger ne profite pas au Niger, prioritairement. Le diamant du Niger ne profite pas au Niger, prioritairement.
le manganèse, le thallium, le lithium, que les richesses du Niger soient d'abord celles des puissances néocolonialistes et impérialistes et seulement accessoirement celles des Nigériens. Nous ne pourrons pas changer et améliorer le sort de notre peuple si nous ne changeons pas de doctrine. C'est-à-dire, si nous ne rompons pas les liens avec ceux qui veulent nous maintenir en esclavage, comme ils ont esclavagisé nos pères, nos grands-pères, et cela au moins depuis le XVIe siècle. Le président Tchani et le CNSP vont donc changer la doctrine du gouvernement. Ils vont corriger l'erreur de Mahamadou Issoufou, la faute de Mahamadou Issoufou. Issoufou a fait un bon diagnostic et il a administré une mauvaise thérapie. C'est comme un médecin qui fait des examens de sang, découvre la présence du plasmodium, responsable du paludisme dans le sang du malade, et se contente de lui donner du Doliprane. Quand toi-même tu fais l'examen du sang de ton malade qui fait la fièvre, et tu découvres que dans son sang, il y a le virus du paludisme qui est en train de se reproduire, est-ce qu'il suffit seulement de soigner la fièvre pour que ton patient soit guéri, toi le médecin? Tu dois donner des produits qui vont précisément tuer le virus du paludisme dans le sang de ton patient. Parce que c'est ce virus qui est la cause de ces fièvres, de ces convulsions, et qui le menace de mort. Issoufou, c'est le docteur qui examine le patient Niger, le patient Afrique. Et il voit très bien que ce sont ceux qui ont détruit la Libye, qui ne veulent pas que le Niger profite de son uranium, de son or, qu'il profite de son pétrole, de son gaz. C'est la même chose au Mali, c'est la même chose au Burkina, c'est la même chose au Cameroun, c'est la même chose au Tchad, c'est la même chose en République centrale. Mahamadou Issoufou le sait. Et il décide de céder le contrôle du Niger à ceux qui veulent que le Niger soit malade. C'est-à-dire à l'équivalent du virus du paludisme dans le corps du malade. Et de continuer. Le président Abdourahmane Tchani vient dire, le malade Niger est là, il a le palu. Son palu, ce n'est pas une fièvre simplement thermique. Ce n'est pas une fièvre purement atmosphérique. C'est parce qu'il y a dans son sang un problème fondamental. C'est que le Niger, c'est que l'Afrique est en train de combattre le terrorisme en s'appuyant sur l'alliance qui a précisément installé ce terrorisme. Si nous voulons combattre le terrorisme, nous devons nous séparer de l'alliance qui l'a fait venir. Et cette analyse du président Tchani est comme une goutte d'eau, la même que celle que fait le président Ibrahim Traoré au Burkina. Et avant eux, c'est cette grande profondeur géostratégique qui a déterminé la révolution du Malikoura du président Assimi Goïta. On ne combat pas le terrorisme en s'associant aux puissances qui l'ont fait venir. Voilà la révolution de l'Alliance des États du Sahel. Voilà le point de départ de la révolution. Combattre le terrorisme sans s'appuyer sur les puissances qui l'ont installé. C'est-à-dire l'OTAN. Parce que c'est l'OTAN qui a installé le terrorisme au Sahel à travers le saccage de la Libye, comme l'a expliqué le président Macron. Nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. À partir du moment où le Mali, le Burkina et le Niger ont cessé de s'appuyer sur l'OTAN pour combattre le terrorisme, ils ont obtenu des résultats positifs. Le Mali, aujourd'hui, est en capacité d'agir sur la totalité de son territoire. Le Burkina est en train de récupérer une capacité d'action sur la totalité de son territoire. Le Niger est en train de renforcer sa capacité d'agir sur la totalité de son territoire. Voilà le rappel qui sauve l'âme. Alors, on observe que ces derniers temps, les organisations terroristes se concentrent sur le Niger. Elles se concentrent férocement sur le Niger. Le 11 décembre passé, 21 civils tués. Entre le 10 et le 12, l'attaque de Chatouman. On parle d'une centaine de soldats tués. Pourquoi cet acharnement contre le Niger? Vous ne pouvez pas comprendre cet acharnement contre le Niger si vous ne comprenez pas pourquoi les mêmes organisations terroristes ne s'acharnent pas contre le Sénégal, ne s'acharnent pas contre l'Algérie,
ne s'acharnent pas contre le Ghana? Pourquoi ces organisations ne s'acharnent pas contre la Côte d'Ivoire? Pourquoi? C'est pas parce que ces pays ont des armées plus puissantes que l'armée nigérienne ou que l'armée malienne. D'accord? L'acharnement contre les pays de l'AES est dû au fait que les consignes des parrains sont que ce sont des pays qui veulent aller à la souveraineté. Il faut détruire ces pays pour que l'exemple souverainiste qui vient de ces pays ne s'étende pas à la totalité de l'Afrique. Si les pays de l'Alliance des États du Sahel sont l'objet de la concentration des organisations terroristes, c'est parce que ces pays sont l'avant-garde de la libération africaine. On ne veut pas que l'exemple venu du Mali, du Burkina et du Niger s'étende inexorablement à toute l'Afrique. Voilà pourquoi on a décidé de concentrer les groupes terroristes sur les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Car si on pouvait conduire la lutte antiterroriste dans la confédération de l'Alliance des États du Sahel à l'échec, alors on découragerait tous les autres pays africains. C'est donc pour servir de leçon à tous les autres pays africains qui seraient tentés d'imiter le Mali, le Burkina et le Niger, que l'on concentre la brutalité des groupes terroristes sur le Mali, le Burkina et le Niger. Pour ce qui est du Niger, les grandes décisions que le Niger a prises ces derniers temps, liées à la nationalisation de ses ressources premières stratégiques, notamment la nationalisation accélérée de son uranium. Ces décisions sont le motif pour lequel les terroristes se concentrent contre le Niger. On veut absolument punir le Niger parce que les autorités panafricanistes révolutionnaires du Niger sont en train de rendre la richesse du Niger au peuple nigérien. Regardez la jalousie qui s'est abattue contre le Niger quand celui-ci a perçu 400 millions de dollars de la part de la Chine comme avance sur son pétrole. Regardez tous les sabotages qui ont été organisés par les organisations terroristes et leurs parrains otaniens pour empêcher le Niger de jouir de ce qu'on a appelé la manne pétrolière. Maintenant que le Niger est en train de récupérer la pleine jouissance de cette ressource hautement stratégique qu'est l'uranium, on décide de concentrer les coups les plus sévères contre le Niger. Parce qu'on ne veut pas qu'il vende lui-même son uranium et qu'il encaisse lui-même ses bénéfices. Voilà la vérité. Écrivez ça. Tilana. Et ce n'est pas une vérité isolée. Toutes les attaques qui ont été fomentées par la coalition militaro-politique occidentale de l'OTAN contre les pays de la Terre étaient constamment liées à l'ambition d'arracher les ressources naturelles stratégiques de ces pays. L'attaque contre l'Irak, c'était pourquoi? C'était pour arracher les ressources naturelles de l'Irak. L'attaque contre la Syrie, on va commenter ça à travers ce livre de Maxime Chay. C'est pourquoi la Syrie est-elle attaquée depuis plus de 10 ans? C'est pour arracher le pétrole et le gaz syrien. L'attaque contre la Libye, c'était pourquoi? Pour arracher le pétrole et le gaz libyen. L'attaque organisée à travers des proxys de l'OTAN, que sont l'Ouganda et le Rwanda, contre la République démocratique du Congo. C'est pourquoi? C'est pour arracher les richesses faramineuses de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que le Mali, le Niger, le Burkina sont attaqués. C'est pour cela que le Nigeria, le Cameroun, le Tchad sont attaqués. C'est pour cela que de temps en temps, on attaque à titre d'avertissement le Bénin, la Côte d'Ivoire, on menace même le Sénégal. Tout ça pour leur dire, si vous vous amusez à ne pas laisser les richesses de vos pays à notre disposition préalable, nous allons laisser descendre sur vous nos suppôts. Exactement comme nous avons fait en Syrie, comme nous avons fait en Irak, comme nous avons fait en Libye, comme nous faisons au Congo, comme nous faisons au Mozambique, selon la méthode expliquée dans ce merveilleux livre de Madame, Naomi Klein, ce merveilleux livre de Naomi Klein qui est intitulé
qui est intitulé, eh bien, The Shock Doctrine, hein, la stratégie du choc. Hein. Il est quelque part dans la maison, le livre de Naomi Klein. L'art de gouverner par le chaos. Le capitalisme du désastre, disaster capitalisme. Donc, il faut que les Africains regardent la vérité en face. Les organisations terroristes reçoivent des consignes précises de harceler des États africains précis, notamment ceux dans lesquels la conscience de la souveraineté, la conscience des intérêts stratégiques africains est la plus élevée. Plus un peuple africain a des dirigeants qui l'amènent à une haute conscience de ses intérêts, plus ce peuple est la cible des organisations terroristes et de leurs parrains impérialistes et néocolonialistes. Voilà la règle. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on peut mettre fin aux organisations terroristes, aux groupes terroristes, mais on ne peut pas mettre fin au terrorisme. Les Africains, les pays africains qui ont choisi le chemin de la liberté, de la souveraineté, doivent s'attendre à être en proie aux manœuvres des puissances néocolonialistes et impérialistes à travers le terrorisme. Il en sera ainsi. Il en sera toujours ainsi. C'est à nous, Africaines, Africains, de nous donner les moyens de pouvoir faire face à cette réalité du monde. Car l'Afrique étant le continent le plus riche, eh bien, elle sera toujours convoitée par les ressortissants des continents les plus pauvres. Ceux dont le sous-sol continental n'a pas d'uranium, n'a pas de pétrole, n'a pas d'or, n'a pas de diamant, n'a pas de manganèse, n'a pas de lithium, n'a pas de cobalt, n'a pas d'aluminium, n'a pas de coltan. Ils ne nous laisseront jamais tranquilles en Afrique. C'est à nous qu'il appartient de prendre des dispositions pour les tenir en respect. L'attaque de Terra, avec 21 de nos frères assassinés. L'attaque de Chatouman, avec des dizaines de nos soldats assassinés, fait hélas partie de tout ce qu'ils ont prévu contre tout pays africain qui prend des décisions comme celle du Niger. Il faut que cela soit clair. Nos dirigeants dans l'AES l'ont compris, les peuples le comprennent et toutes les Africaines et tous les Africains doivent comprendre la nécessité de renforcer l'appareil de défense et l'appareil de sécurité pour faire face à cette menace qui sera permanente. Voilà pourquoi j'ai dit que l'Afrique du XXIe siècle sera combattante et constructive. D'une main, elle tiendra la truelle pour construire et de l'autre, elle tiendra l'épée pour se battre, pour combattre. L'Afrique n'a pas le choix. D'une main, elle doit tenir la truelle pour construire et de l'autre, elle tiendra l'épée pour se défendre, pour combattre. C'est ainsi. Et ça ne peut pas être autrement. Et quand vous voyez les groupes terroristes se concentrer sur un pays, c'est parce que la politique de ces dirigeants est une politique en faveur de ce peuple. C'est parce que c'est une politique d'émancipation. Rien qu'en vendant lui-même son propre uranium, le Niger est capable de faire 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars de bénéfices par an. Rien qu'en vendant lui-même son propre uranium. Mais dans aucun budget nigérien, depuis 1960, il n'a été possible de faire 1 milliard d'euros de bénéfices par an pour l'État. Comprenez donc qu'à partir du moment où à la tête de l'État du Niger, il y a un homme clairvoyant, courageux, avisé. Il y a le Conseil national de sauvegarde de la patrie, une organisation de fils et de filles intrépides du Niger. Il y a un gouvernement dirigé par un Premier ministre compétent, Mahaman Ali Zain. À partir du moment où il y a des ministres qui travaillent et des résultats tangibles sur les routes du Niger, sur les hôpitaux du Niger, sur le prix du carburant au Niger, des résultats tangibles sur, le paiement des salaires, des résultats tangibles sur le financement des projets innovants. À partir du moment où le Niger commence à fonctionner de manière souveraine, il va falloir s'attendre à des agressions de plus en plus osées.
Je tenais à souligner cela, de telle façon que nous ne soyons pas surpris de ce qui arrive et que nous soutenions les efforts des autorités du Sahel et des autorités africaines en général pour renforcer l'appareil de défense, car l'Afrique sera constamment attaquée. Voilà le premier sujet que je voulais aborder dans la présente conférence. Et je vous remercie de continuer à la partager. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.